Bonjour à tous. Salut Maëva. Salut Mélanie, on est vraiment ravis de passer ce moment avec vous. Et pour ceux qui nous connaissent, la joie des problèmes techniques, donc bien joué à ceux qui ont déjà réussi à changer de salle en moins de 45 secondes. On est ravis de vous accueillir. On a eu plus de 800 inscrits à ce live. On sent que le sujet intéresse. Effectivement, Mélanie, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde discute, parle, mais on ne sait jamais trop vraiment ce que c'est. Vraiment, il y a peu de leaders qui comprennent vraiment ce que c'est ce fameux marché caché. Exactement. Et si vous êtes ici aujourd'hui, il y a de fortes chances que ce soit pour une de ces deux raisons. Soit vous êtes déjà en transition et vous vous demandez comment accéder aux opportunités les plus intéressantes, parce qu'elles sont souvent pas en ligne. Soit vous vous sentez que dans les prochains mois ou les prochaines années, une transition va arriver et vous voulez avoir un avantage comparatif. Exactement. Et quelle que soit la raison, vous vous êtes sûrement déjà dit une de ces phrases. Je ne vois jamais passer les bons postes. Les opportunités intéressantes sont toujours allées à d'autres personnes. On est toujours venu me chercher, mais là, c'est plus le cas. Je sens que les règles du jeu ont changé, mais j'arrive pas à comprendre comment m'adapter. Et c'est souvent le moment, quand on se dit ces phrases, qu'on se rend compte que le marché caché, en fait, il doit vraiment exister, mais qu'on n'y a pas encore accès. Et c'est intéressant parce que quand on parle de marché caché, on entend toujours les mêmes explications. On entend que tout repose sur le réseau, on entend qu'il faut être dans les bons cercles, ou parfois même qu'il faut avoir de la chance. Et au fond, on est totalement perdu car on ne sait pas quoi faire pour reprendre le contrôle. Exactement, Maëva. Et beaucoup de personnes ont souvent l'impression que, comme tu dis, c'est un coup de chance un peu d'accéder à ce marché caché, alors qu'en fait, il y a vraiment des stratégies de branding, de réseautage, de visibilité qui vont permettre d'y arriver. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. En attendant que tout le monde nous rejoigne, j'avais déjà une petite question à vous poser. Donc, quand vous entendez marché caché, vous pensez à quoi ? Réponse 1, c'est quoi ce truc ? C'est le monde de Narnia, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Réponse 2, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas comment y accéder. Réponse 3, c'est déjà comme ça que vous avez trouvé votre précédente offre, votre précédent poste ou mission, et donc vous savez ce que c'est le marché caché. Ou bien réponse 4, il y a peut-être autre chose qui vous vient à l'esprit quand on parle de marché caché. Donc, n'hésitez pas à nous le préciser en commentaire. Et là, je vais vous laisser répondre tout doucement. On est curieux d'avoir vos réponses. Maë, tu as déjà un peu un feeling de ce qui risque de ressortir ? Je crois que j'ai un peu triché parce que j'ai déjà regardé sur le côté. Donc, j'ai l'impression que le 2 avance, est assez le problème du plus de personnes. Pardon. On entend souvent parler, mais on ne sait pas comment y accéder. C'est génial. De toute façon, on est là pour ça. Et alors, je sais que certains dans l'audience ne ratent jamais nos lives et qu'il y en a d'autres, par contre, qui nous découvrent via ce live aujourd'hui. Et donc, on va très brièvement se présenter. Maëva et moi, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 10 ans maintenant, lorsqu'on était toutes les deux chasseuses de tête dans un cabinet de recrutement anglais spécialisé dans l'industrie des life science. On a toutes les deux fini à des postes de direction, à la tête d'équipes qui faisaient du recrutement pour de la biotech, de la medtech, du pharma, de la chimie, du cosmétique, et tout ça en France, en Belgique et en Suisse. Donc, on a développé une belle expertise dans l'écosystème francophone, j'ai envie de dire, en Europe. Et c'est cette expérience qui nous a permis vraiment de développer
une expertise sur le marché de l'emploi en général, mais l'industrie des life sciences en particulier. Oui, on a accompagné des décisionnaires, que ce soit des DRH, des CEO, des fonds, à recruter les talents pour former leur équipe, parce que les talents, c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui nous permet en fait aujourd'hui de comprendre les coulisses. On a accepté que ce n'est pas toujours le meilleur profil qui se fait recruter, c'est celui qui arrive mieux à se vendre. Ouais. Que ça vous plaise ou non d'ailleurs, mais c'est souvent un peu la réalité. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, on partage énormément de contenu sur LinkedIn. On combine à nous deux plus de 47 000 followers. C'est complètement dingue. Et tout ça grâce aux super conseils carrières que l'on partage presque tous les jours. Et attention, Purple Squirrel, ce n'est pas que Maëva et moi. On a une équipe qui est engagée pour vos carrières. Et donc, on fait un coucou à Angie, Héloïse, Charline, Henri et Marie-Dorothée qui sont dans les coulisses aujourd'hui et qui travaillent chaque jour à aider nos clients à atteindre leurs objectifs professionnels. Depuis 4 ans maintenant, ça fait 4 ans déjà, on a créé Purple Squirrel avec un objectif ambitieux, permettre aux leaders de l'industrie des life sciences de prendre le contrôle de leur carrière. Parce qu'on est dans un marché où vous avez de l'impact tous les jours et si vous êtes au bon endroit, vous aurez encore plus d'impact. Depuis notre création, on a accompagné plus de 250 dirigeants sur 3 enjeux. Le premier enjeu sur lequel on a accompagné nos clients, c'est de bien définir leur prochaine étape. Parce qu'après 20, 25 ans de carrière dans l'industrie, nos clients ils se posent la question de comment bien valoriser leur expérience et surtout de trouver un projet professionnel qui les éclate pour leur dernière partie de carrière ou leur deuxième partie de carrière, parce que le monde bouge et on bouge beaucoup maintenant. Ouais, il y a souvent un vrai enjeu, désolée Maëva, sur des fois reprendre du plaisir ou se redonner un peu d'excitation pour les 10-15 dernières années, quoi. Bah oui, en plus, ils se demandent s'ils veulent aller en start-up, en grand groupe, s'ils veulent un rôle global ou national, s'ils veulent faire du management de transition, monter une boîte, il y a plein d'idées, mais on ne sait pas trop par quel bout le prendre pour définir ce qu'on veut. Ensuite, il y a l'enjeu où on sait ce qu'on veut, mais plus on monte, moins il y a de postes. Donc, on peut savoir qu'on veut ce poste de direction générale, mais en fait, l'industrie a traversé des crises ces dernières années et ça rend la transition plus complexe. Donc, on accompagne nos clients sur la mise en place d'une stratégie de visibilité, de réseautage pour décrocher leur prochain poste. Exact. Et il y a un dernier enjeu qui regroupe pas mal d'enjeux, mais qui est très intéressant, c'est on accompagne aussi les leaders qui veulent accélérer leur développement, qui veulent travailler leur leadership, qui veulent évoluer même en interne de manière plus intentionnelle. En fait, c'est des personnes qui ont envie d'identifier des points de blocage et d'avancer vers leurs objectifs, quels qu'ils soient. Donc, on se positionne aussi sur ce type d'enjeu. Oui, c'est des personnes qui veulent prendre en fait un avantage compétitif dans leur carrière en s'offrant un espace confidentiel pour plus avancer seul. Oui, et c'est ce que je disais aussi quand je disais se trouver un partenaire ou un copilote. J'aime bien aussi la notion de sparring partner. Donc, nos clients, ils viennent aussi chercher quelqu'un qui peut les challenger dans leur réflexion, qui peut les aider à avancer. Et souvent, quand on est dirigeant, on a des agendas de ministres. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un à côté qui puisse aider à des fois gagner en temps et en efficacité sur certaines choses. Et nos clients, ils comprennent aussi que, et ça c'est très important, chacun son métier. Okay. Je serais incapable, je pense, de gérer une BU spécialisée en oncologie, par exemple. Mais chacun son métier. Et le nôtre, c'est vraiment de vous aider à avoir plus d'impact, comme le disait Maë, dans le vôtre. Et quel que soit l'enjeu que vous avez pour le moment, le réseautage, c'est important. C'est souvent la clé pour passer un cap. Et d'ailleurs, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà envie de rentrer dans l'action et d'échanger avec nous sur leurs enjeux de carrière. Donc, n'hésitez pas, on a mis un petit QR code en haut de l'écran. Scannez-le pour prendre rendez-vous avec l'équipe et venir discuter de tout ça avec nous. Super. Point important, pourquoi on fait ce live ? Ouais, très important. Très important. Parce qu'il y a un phénomène qu'on observe chez la grande majorité des leaders qu'on accompagne, c'est qu'ils sont excellents dans leur mission. Comme tu disais, même si je te verrais bien en directrice de BU, même en développement clinique. Mais en fait, ils n'ont aucune stratégie de carrière. C'est des gens qui sont à fond pour le bien-être de leur entreprise, mais pour eux, c'est un peu différent. Et le problème, c'est que ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui,
ça ne vous amènera pas forcément à l'étape suivante. Il faut toujours reconstruire son set de croyances, sa façon de faire. Le monde a changé, les règles ont changé, mais la plupart des gens continuent de jouer avec les anciennes règles. Résultat, les opportunités intéressantes ne viennent pas. Ou alors, elles arrivent trop tard. Elles ne sont pas à la hauteur de vos ambitions, ou vous les voyez même pas. Vous dites, mais en fait, il ne se passe rien dans ce marché en ce moment. Et ça, ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de marché. Parce qu'en réalité, vous jouez sur une partie où en fait, la plupart des choses ne sont pas visibles. Et vous restez, vous, que sur le visible. Alors que les meilleures opportunités, elles sont ailleurs, sur ce fameux marché caché. Oui, exactement. Et ça va être un peu la discussion d'aujourd'hui. Au final, mais qu'est-ce que c'est le marché caché, hein? C'est toutes ces opportunités qui ne sont jamais publiées, ou alors, et ça va en faire sourire jaune plus d'un, je pense, dans le chat, qui sont publiées, mais il y a déjà un choix qui a été fait, et donc la poste publiée, en fait, c'est plus par principe que par besoin. Et donc, c'est des rôles qui vont souvent circuler via des conversations, du réseau, de la recommandation de la mise en relation ou de la visibilité. Et à haut niveau, c'est là que se passent les choses. Vous avez peut-être déjà entendu cette stat qu'on voit partout. Vous savez, 70% à 80% des postes sont sur le marché caché. Et honnêtement, on travaille avec des scientifiques. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, on va quand même aller la vérifier, cette stat, parce que tout le monde la sort à bras le corps, mais elle vient d'où? Elle vient d'une étude des années 80, très à jour, qui a été faite aux États-Unis. Et on s'est dit, mais en fait, on veut vérifier que ce soit vrai, que ce soit pas juste un sentiment ou un truc marketing qui fasse bien pour stresser les gens. Et ce qu'on a fait avec Mélanie, c'est qu'on a regardé sur les 150 derniers leaders qu'on a accompagnés, comment est-ce qu'ils avaient obtenu le prochain poste. Et voici les chiffres. En fait, on retombe sur à peu près la même chose, donc ça marche toujours. Il y a 20% où c'est par des offres publiées. Ça peut marcher, il ne faut pas dire non, c'est un signe, une intention. Mais après, il y a quand même 24% où c'est par des chasseurs de tête, 43% où c'est du networking, 43% où c'est des bruits de couloir, c'est impressionnant. Ça veut dire que si on reste que sur les offres publiées, on se coupe quand même d'une très grosse partie de ce qui est possible, et 13% en interne. On a pas mal de clients qui pensent qu'il n'y a rien qui est possible en interne quand ils sont en poste. En fait, avec les bonnes discussions, il y a des choses qui peuvent arriver. Oui, on va en discuter tout à l'heure. Et donc, la traduction très simple de ce que Maë vous explique là, c'est si vous vous limitez aux offres, vous jouez sur 20% des opportunités possibles pour vous. Okay, et là où ça devient intéressant, c'est que quasiment tout le monde sait qu'il faut mettre en place une stratégie, mais très peu savent comment le faire efficacement dans la réalité. Donc, la vraie question que vous devez vous poser, ce n'est pas est-ce que je dois activer mon réseau et me rendre visible, c'est plutôt comment est-ce que vous allez le faire de manière stratégique sans perdre de temps et avec un vrai impact. Et notre but aujourd'hui, ça va être de vous donner des clés pour avancer. Et pour illustrer ça, je sais que Maë, tu avais une petite histoire, une conversation récente que tu as eue, que tu avais envie de partager. Ben oui, j'aime bien les petites histoires en plus. Il y a 2 semaines, je reprends contact avec une DRH dans les dispositifs médicaux avec qui j'avais travaillé quand j'avais l'autre casquette, celle de chasseuse de tête. On discute simplement de nos vies, nos familles, nos projets, de ce qui se passe dans l'industrie. Et à un moment de la conversation, elle me dit on va ouvrir un poste de directeur de business unit. Donc évidemment, là, je deviens encore plus attentive parce que bon, les vieux schémas. Recruteuse un jour, recruteuse toujours, hein, comme on dit, donc c'est normal. Et elle commence à me décrire la situation, les enjeux de l'entreprise, le contexte interne. Et pendant qu'elle parle, il se passe quelque chose d'intéressant dans ma tête, c'est que j'ai directement le nom d'une personne qui serait idéale pour le poste. Et donc, Vas-y, je t'en prie. Et donc, la personne que j'ai en tête, elle m'a rien demandé. La DRH, elle m'a rien demandé, mais c'est juste une discussion informelle. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, cette personne, elle t'a pas demandé, toi, elle savait même pas que l'opportunité existait, mais au final, tu peux faire une mise en relation qui a de la valeur pour les deux parties. Et c'est à elle que tu penses directement, quoi. Exactement. Et ce moment-là, ça résume parfaitement comment fonctionne le marché caché au final. Et alors, moi, j'avais envie de vous partager une autre histoire pour vous illustrer le marché caché. Donc,
il y a quelques mois, et ils seront peut-être dans l'audience, donc ils m'excuseront si j'utilise l'histoire, mais parce qu'elle est trop belle. Il y a quelques mois, j'ai un de nos clients qui se voit proposer un super CDD de directeur commercial dans un petit labo en pleine croissance. Il l'accepte. Malheureusement ou heureusement pour lui, il reçoit très rapidement après une offre pour un autre processus sur lequel il était positionné, de CDI pour un autre labo. Et là vient un peu le moment du choix. Garder ce CDD sur lequel il s'est engagé ou prendre le CDI. J'en profite pour avoir un échange avec lui. Il m'exprime son doute. Il sait que le CDI, c'est la meilleure option pour lui, mais il se sent vraiment mal à l'aise de devoir aller annoncer la nouvelle à la start-up avec laquelle il s'est engagé et qui lui a fait confiance. Et moi, un peu naturellement dans l'échange, je lui propose une solution, mais pourquoi tu ne recommandes pas Laurent pour te remplacer? Et là, Jérôme, il me dit, waouh, trop bonne idée. En fait, Laurent, c'est un autre de mes clients. Laurent, il est aussi directeur commercial. Laurent, il était aussi en transition. Et ils se connaissaient bien entre eux. Et il était surtout disponible immédiatement et compétent. Et tout est bien qui finit bien. C'est un match entre Laurent et le labo. C'est lui qui remplace Jérôme. Et donc, Laurent a eu accès à un poste sans devoir postuler. Et ce genre d'histoire, on les entend, mais tout le temps. Donc, notre objectif à la fin de ce live, c'est que vous ayez les clés pour accéder au marché caché. Et commençons avec les 3 obstacles qui bloquent souvent pour y accéder. Exactement, mais il y a 3 obstacles que nous, on identifie beaucoup. À nouveau, vous risquez de vous y reconnaître. Premier obstacle, c'est souvent le manque de ciblage. Et ça, c'est probablement l'erreur la plus fréquente. Hein, Maëva? Par peur de ne pas trouver, de se fermer des portes, par peur de passer à côté des opportunités, ou tout simplement parce que ce n'est pas clé dans votre décision, parce que vous, c'est pas ça qui compte, c'est avec qui vous allez travailler, enfin des choses comme ça. Vous élargissez, on élargit. Start-up, grand groupe, scale-up, direction générale ou rôle global. Ça ressemble à des phrases du type « je suis ouvert ». Franchement, je n'ai pas de préférence. Ou je peux faire aussi bien de la croissance que de la restructuration. Sur le papier, ça paraît être une force. En réalité, c'est exactement ce qui vous pénalise. Parce qu'à force de vouloir, et pouvoir tout couvrir, en fait, on devient flou. Et oui, en France, tout particulièrement, on aime bien mettre les gens dans des cases. Et le côté couteau suisse ou multipotentiel, qui est très valorisé dans d'autres pays, dans notre culture, c'est moyen. Je ne dis pas que je suis pour, je dis juste que c'est un fait et que c'est mieux de jouer en s'adaptant aux règles du jeu dans lequel on joue. Donc, quand vous êtes flou, vous êtes difficile à positionner. Les gens n'arrivent pas directement à lire, imaginer la valeur que vous auriez pour eux ou pour leur réseau. Et donc, vous êtes difficile à identifier, comme les professionnels à ne pas rater. Du coup, cibler, ce n'est pas se fermer des portes. Cibler, c'est devenir évident. Oui, tu le répètes souvent, Maëva, et j'adore cette phrase. Si dans votre système de croyance, vous avez une phrase qui s'appelle « choisir, c'est renoncer », ça serait bien de la déconstruire parce que je vous recommande vraiment de la transformer en « choisir, c'est avancer ». Je suis tellement d'accord. Cette phrase, je trouve qu'elle change tout. Et un ciblage clair, c'est un message clair et une proposition de valeur claire. Et ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas changer dans le temps, mais juste à se monter, c'est quoi votre priorité? Et c'est ça qui va déclencher les opportunités. Le vrai déclic, il arrive quand vous arrêtez de demander où est-ce que je pourrais aller et que vous commencez à vous poser les bonnes questions. Dans quel contexte mes forces deviennent évidentes, presque incontestables? Dans cet environnement, qu'est-ce que je fais mieux que la moyenne concrètement? Parfois, on oublie de sortir de sa tête parce que ce qu'on fait bien, pour nous, c'est facile. On ne se rend pas compte que pour les autres, c'est une galère. Et pour qui cette différence, elle compte vraiment? Qui en a le plus besoin? Parce qu'au fond, tout se joue là. C'est où je dois être, qui, et pour avoir quel impact précis. Ouais. Et c'est ce qu'on disait souvent, c'est que les opportunités, elles ne vont pas aux profils les plus ouverts à tous, c'est ceux qui sont un peu plus lisibles. Et je vous donne d'ailleurs l'exemple d'un client, parce qu'on a eu cette histoire récemment. Profil de CSO, il a évolué vers le business, il a fait un MBA, il prend depuis quelques années des positions de plus en plus stratégiques. Il a comme objectif assez simple de rejoindre un grand groupe en tant que directeur de BU, mais il n'arrive pas à déclencher des entretiens pour ce type d'opportunité. Et moi, quand je commence à l'accompagner, je me rends vite compte que son positionnement et donc son discours ne sont pas clairs. Quand je lui demande de me citer 5 entreprises chez qui il aimerait aller travailler,
il en est incapable. Quand je lui demande de me donner son pitch, je me rends compte qu'il se présente encore comme un homme de la science et pas un homme du business. Du coup, on retravaille ensemble sur la définition de sa proposition de valeur. Et ça, vous pouvez faire le travail aussi de votre côté, c'est vous aider qui à faire quoi, comment et pourquoi. Okay, et cet exercice, il est redoutable. Il permet à Régis vraiment de passer d'un LinkedIn, CV et pitch un peu vague, très traditionnel et pas percutant, à quelque chose qui lui ressemble et qui parle à ses interlocuteurs. Résultat, sa démarche réseau, elle est beaucoup plus efficace et les personnes avec qui il échange comprennent sa valeur ajoutée et son positionnement. Du coup, les opportunités, elles arrivent. Et alors, c'est une histoire que je trouve très parlante. Donc, réfléchissez bien à votre ciblage. Et à nouveau, on peut en discuter ensemble. N'hésitez pas à prendre rendez-vous parce que c'est une thématique qui est la fondation d'une transition. Le deuxième obstacle, c'est le manque de méthode. Donc, la plupart d'entre vous l'ont dit, c'est le marché caché. On sait ce que c'est, mais on ne sait pas trop comment y accéder. Moi, j'en connais beaucoup aussi dans mes clients qui n'ont pas cherché de poste depuis très longtemps. Ils ont eu l'habitude d'être chassés plutôt que de devoir partir en chasse. Certains d'entre vous ont même des fois tellement la tête dans le guidon que vous n'avez absolument pas pris le temps de nourrir un réseau en externe depuis 10 ans. Okay, donc, du coup, quand vous sentez là que le vent il commence un peu à tourner, qu'il est temps de changer, vous ne savez pas par où commencer, vous êtes maladroit, vous vous grillez vos pistes, vous vous découragez, vous vous endormez le soir en vous disant que ça ne va pas le faire. Et ça, c'est clairement lié à un manque de méthode. Okay, et voilà, Maë, je te laisse partager ça parce que je sais que c'est quelque chose qui te choque encore souvent, ça. Oui, on a eu l'habitude, quand on est au poste, de pouvoir communiquer aux gens et ils nous répondent dans les 3 heures. Et du coup, il y a un exercice qu'on a un peu dévalué, c'est l'exercice de communication pour avoir une réponse de l'autre. Je vois toutes les semaines des messages de personnes qui activent leur réseau en disant « Coucou, je suis super, je cherche un job, pensez à moi ». C'est tourné très vers la personne et il n'y a pas de jugement de valeur sur le sujet. C'est ce qu'on se dit, en fait, je vais être direct parce que ça m'a permis d'avancer dans ma carrière, etc. etc. Là, on arrive de nulle part sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pourquoi cette personne prendrait du temps sur quelqu'un qui ne crée pas de lien d'abord et qui pousse son CV, en fait? Ouais. J'en rigole souvent avec mes clients, je leur dis jusqu'à maintenant, cette méthode n'a pas fonctionné. Si ça a fonctionné pour l'un d'entre vous, je veux qu'on en parle parce que j'ai besoin de stats. Parce que pour le moment, sur 4 ans, on n'a jamais eu un recrutement qui s'est finalisé comme ça. Donc, gardez ça en tête. Et alors, je te laisse passer, Maë, au troisième obstacle. Oui, le troisième obstacle, il est plus subtil. Il va être lié à vos habitudes et à votre état d'esprit. Parce que, comme ce que je disais avant, c'est justement les qualités qui vous ont permis de réussir jusqu'ici qui deviennent des freins pour la suite. Vous êtes orienté action, vous êtes efficace, vous êtes habitué à obtenir des résultats. Donc, vous voulez tout de suite. Et je rajoute même, vous êtes habitué à ce qu'on vous réponde dans la seconde quand vous envoyez un email à quelqu'un. Ouais. Sauf que le réseau, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Le calcul de ROI est plus complexe. Et là, je vais vous proposer un exercice qui peut paraître un peu étrange. C'est de réveiller votre enfant intérieur. Quand vous aviez 4 ans, vous alliez naturellement vers les autres. Vous étiez curieux, vous posiez des questions. Quand on commence à avoir été dans une industrie pendant très longtemps, on a tendance à se dire « je sais, j'ai pas besoin d'être curieux », alors qu'en fait, à vos niveaux de poste, on apprend tellement dans chaque échange. Donc, remettez cette casquette et allez créer du lien, vous intéresser à l'autre. Sur les 800 inscrits, très peu sont vraiment prêts à faire ce qu'il faut pour atteindre leur objectif. Et si vous faites partie de ces personnes ambitieuses qui sont présentes, vous vous reconnaîtrez et c'est une chance. Parce que ce qui compte dans une transition, ce n'est pas vos envies, c'est vos actions. Le nombre de personnes contactées, le nombre de relances et la qualité de ces échanges. Savoir se donner les moyens de ses ambitions, c'est génial. On le voit, c'est plus simple pour les professionnels de travailler plus de 10 heures par jour sur une entreprise pour la faire grandir que de solliciter des inconnus.
quand c'est pas quand c'est pour eux, en fait. Quand c'est pour soi, c'est plus difficile. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Mais le chemin permet d'avoir ce qu'on veut et il change aussi la personne. Oui, comme le dit Maëva, à nouveau, vous vous reconnaîtrez, je pense, là-dedans, c'est aller démarcher des partenaires, contacter des gens que vous ne connaissez pas avec l'excuse de votre rôle, de votre boîte, de vos responsabilités. Vous avez en général aucun souci à le faire. Mais quand c'est pour vous, c'est plus compliqué. Alors qu'en fait, souvent, c'est la même démarche. C'est du réseautage, tout pareil. Ou même aller, moi je donne toujours un exemple, je fais un webinaire de réseautage une fois par mois avec nos clients, je l'ai d'ailleurs fait hier, je donne toujours le même exemple. Quand on me dit qu'on ne sait pas réseauter convenablement, en fait, vous le faites même dans la cour de récré quand vous rencontrez les parents qui sont avec des enfants dans la même classe que vos enfants. Donc, le réseautage, c'est inné. C'est juste quand on doit le faire pour soi, des fois, c'est un peu plus compliqué. Et là, je suis curieuse d'avoir un peu votre retour sur ces 3 obstacles qu'on vient de vous présenter. Ben, c'est lesquels qui vous parlent le plus? Est-ce que c'est le manque de ciblage, le manque de méthode, le mindset, ou même potentiellement un peu des 3, hein, parce que ça pourrait être le cas. Donc, je suis assez curieuse d'avoir vos réponses. Et alors, je le dis pour que vous l'ayez en tête, rassurez-vous, parce qu'il y a des moyens pour contourner ou sauter ces obstacles. Et on va vous les expliquer grâce à 3 piliers. Mais avant ça, voilà, je veux voir un peu les réponses qu'il y a pu avoir. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder, Maëva. Mais on a un peu de tout. Et merci pour votre efficacité dans la réponse. On a du 2, le manque de méthode. On a du 1, le manque de ciblage. On a le mindset qui revient aussi. Et j'entends aussi les personnes, beaucoup qui disent compliqué de cibler quand on a ce côté couteau suisse multipotentiel. Et on en revient à ce côté choisir, c'est avancer. Il y a plein de choses que vous pouvez faire et Mel et moi, on en est convaincus. Hein, toutes les 3 semaines, on se retient de ne pas lancer encore des choses, encore des choses à faire. Mais en fait, plus on cible, plus on est impactant, plus on est clair, plus ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que ça enlève votre multipotentialité. Exactement. C'est juste le message clair permet de déclencher des opportunités derrière. C'est un peu ça qu'il faut retenir aujourd'hui. On va passer maintenant aux 3 piliers que vous devez aller travailler pour accéder au marché caché. Donc, c'est le moment où ayez le cerveau bien réveillé parce qu'on va partager des trucs très intéressants. Alors, comme on le disait tout à l'heure, il y a souvent un grand malentendu quand on parle du marché caché, c'est qu'on pense qu'il faut être dans les bons cercles, qu'il faut avoir de la chance. C'est assez rassurant de se dire ce genre de phrases parce que si ces phrases sont vraies, ça veut dire que les choses ne sont pas dans notre contrôle. Et donc, du coup, on peut s'en déléguer, se dire que ce n'est pas vraiment de notre faute. Mais la réalité, elle est différente. Et heureusement d'ailleurs, ok. Quand un problème apparaît dans une organisation, les décideurs ne publient pas immédiatement une annonce. Ils commencent souvent par se poser une question. C'est qui dans mon réseau peut résoudre ce problème? Et c'est exactement ce que Maëva vous exemplifiait tout à l'heure, parce que c'est ça le marché caché, pardon. Et donc, les 3 piliers qu'on va vous partager, ils ont pour but de vous aider à devenir ce qu'on appelle, nous, top of mind. Désolée pour l'anglais, au-dessus de l'esprit ou dans les esprits, on va appeler ça comme ça, sur les problématiques où vous avez envie d'avoir un impact. Et donc, ces 3 piliers pour accéder au marché caché, Maë, je te laisse parler du pilier 1. Le premier pilier, c'est souvent celui qui surprend un peu les dirigeants ou qu'on se dit non, mais ça fait faux, ça ne fonctionne pas. C'est la visibilité stratégique. Faut se dire un truc. Les recruteurs ne recrutent pas le meilleur candidat, ils recrutent le meilleur candidat qu'ils arrivent à trouver. Voilà. Le problème de la plupart des leaders, c'est pas un problème de compétence, le problème, c'est une invisibilité. Souvent, pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, vous avez souvent appris à lisser votre personnalité, à rester dans les clous, à être professionnel, à pas trop vous exposer. Surtout culturellement, c'était... Non, j'allais dire, moi j'ai une phrase qu'on m'a sortie il y a quelques semaines, un dirigeant qui m'a dit qu'il a été un bon petit soldat pendant plus de 20 ans. Donc voilà, ça exemplifie un peu ce que tu dis. Oui, et surtout dans la culture française, c'est presque mal vu de se mettre en avant. Dans la conscience collective. Résultat, les personnes sont connues dans leur entreprise, mais bon, du coup, quand ça va mal dans leur entreprise, c'est compliqué. On est respecté par ses équipes, on est reconnu dans sa fonction. Mais dans l'écosystème où se créent les opportunités, la personne est invisible. Et quand on n'est pas visible dans cet écosystème, il y a beaucoup moins de choses qui se passent. Oui, ça se résume par
3 problèmes au niveau de la visibilité stratégique. C'est on ne vous voit pas, ou alors on vous voit mais vous n'êtes pas mémorable, ou alors on vous voit mais on ne comprend pas la valeur que vous pouvez ajouter. Si quelqu'un chez votre concurrent peut dire exactement la même chose que vous, c'est qu'il manque le supplément d'âme. Vous êtes plus qu'un titre de poste, vraiment. Vous avez tous votre point de vue, votre expérience, votre manière unique de voir ou de faire les choses. Et c'est ça qui fait qu'on est des humains et pas des machines, et c'est hyper important. Une fois que vous avez ce supplément d'âme en tête, va falloir le communiquer au monde. Et les moyens que vous avez pour communiquer, c'est souvent votre CV, votre LinkedIn, votre pitch. On pourrait faire un live complet sur chacun de ces sujets, mais on a décidé aujourd'hui de se focaliser sur LinkedIn, car de nos jours, que nous le voulions ou pas, c'est notre vitrine professionnelle. Oui, et parce que, enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est à nouveau un défaut d'ancienne recruteuse, mais je le remarque chez les clients qu'on accompagne aussi, c'est quand on leur parle de quelqu'un, premier réflexe qu'ils ont en général, c'est d'aller voir le profil LinkedIn de la personne. Donc, c'est vraiment important, ce profil LinkedIn. Et c'est ce qui laisse une première impression, qu'elle soit bonne, mauvaise ou totalement neutre. Ouais. Mais neutre, c'est plutôt mauvais. Hein. C'est une carte de visite, c'est une vitrine professionnelle. LinkedIn, c'est devenu le premier filtre. Avant même qu'un recruteur vous envoie un message, avant même qu'un manager réponde à une recommandation, avant qu'un organisateur valide un intervenant. Ils vont voir votre LinkedIn. Et un profil qui ressemble à un CV de 2019 ne se contente pas de ne pas convaincre, il vous disqualifie. Oui, c'est. Et tu parlais, enfin, on disait tout à l'heure, le côté vitrine professionnelle, c'est. Je vous fais un parallèle très simple. Hein. La vitrine d'un magasin. Si vous passez devant un magasin, que la vitrine, elle n'est pas propre, elle est vide, elle est désordonnée, ou vous ne comprenez pas trop ce qu'il y a dans le magasin, bah, ça ne vous donne pas envie de rentrer. Okay, même si à l'intérieur, ça peut être un magasin absolument incroyable. Donc, LinkedIn, c'est exactement pareil. Si en 5 secondes, on ne comprend pas qui vous êtes, ce que vous apportez et pourquoi vous êtes différent, personne n'aura envie de pousser la porte. Okay, et pour le LinkedIn, il y a énormément de points à optimiser. Il y a le titre, il y a la bannière, il y a la section info, il y a l'URL, il y a les recommandations, il y a les expériences, il y a les langues, etc. Okay. Mais j'aimerais bien que vous gardiez en tête que l'optimisation, elle se fait aussi bien pour l'humain que pour l'algorithme. Okay, donc, si vous faites l'un sans l'autre, vous risquez de passer à côté d'opportunités intéressantes. Ce que tu me dis, ça me fait totalement penser à Xavier, que j'ai accompagné récemment. Ça faisait presque 2 ans qu'il était en freelance, en mission, et il souhaitait revenir sur un poste de regional manager en pharma pour aider au développement sur plusieurs pays. Et quand on regarde son parcours, 20 ans d'expérience en biotech pharma, vision complète de la chaîne de valeur, du développement clinique à la commercialisation, et même lancement réussi de 3 produits en Europe sur des maladies rares. Donc, sur le papier, un profil très, très solide. Mais le problème, c'est que ce type de poste, en fait, il est très, très compétitif, parce que ça veut dire qu'il peut y avoir des profils de différents pays avec cette expérience, et les maladies rares, tout le monde adore ça. Ça a du sens, donc logique. Donc, il faut avoir un truc en tête, c'est qu'on ne recrute pas de manière objective. On recrute avec des biais cognitifs. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, son profil LinkedIn, il avait vraiment rien de catastrophique. Oui, il a été trop rapide pour changer la photo chez le photographe, donc j'ai pas la version avec sa photo d'avant. Mais il se positionnait pas encore comme le professionnel à ne pas rater. Il ressemblait au profil classique du cadre supérieur, bien sous tout rapport. Il avait une photo qui date un peu, pas de bannière, une section info qui pourrait être celle de quelqu'un avec le même parcours chez le concurrent. Alors que, avant même de vous rencontrer, votre profil, il crée déjà un biais. Il peut vous servir ou vous desservir. Parce qu'en fait, à ce niveau de poste, on ne vous donne pas longtemps pour convaincre. Les premiers échanges, dans cet exemple-là, ils duraient 30 minutes. 30 minutes, c'est pas très très long pour pouvoir mettre en avant qui on est, comment on fonctionne. Et les questions ne vont pas être les mêmes en fonction des premières impressions que les gens ont eues. Donc, mieux vaut arriver avec les bons signaux dès les premières impressions. Et c'est là que LinkedIn, ça devient clé. C'est pas un CV en ligne. C'est l'endroit, en fait, où vous rendez votre valeur lisible, évidente et mémorisable.
Oui, exactement. Et j'allais dire, Maë, que pour que ça soit clair, il y a 3 questions que tu aimes bien poser à tes clients pour qu'ils arrivent à justement mettre ça en avant sur le LinkedIn. C'est quoi ces 3 questions? C'est dans quel contexte vous créez le plus de valeur? Pour quels acteurs? Et sur quels résultats concrets, en fait? Mon but, c'est de comprendre le quoi, comment et pourquoi. Et en fait, ce qu'on fait avec les gens, c'est pas qu'on améliore leur profil, c'est qu'on les aide à clarifier leurs valeurs. Et en fait, après, le LinkedIn devient le reflet de cette clarté. Parce que si c'est pas clair pour vous, ça le sera jamais pour les autres. Les gens sont pas dans notre tête. Déjà, pour nous, c'est pas évident toujours de verbaliser qui on est et comment on fonctionne. Alors pour les autres, pour le comprendre, Exactement. une fois que votre profil LinkedIn est optimisé, c'est déjà une super étape. Mais ça ne suffit pas. Il faut prendre des actions pour faire en sorte qu'il soit vu. Exactement. Et alors, je reviens avec mon histoire de la vitrine de magasin, parce que je l'aime bien. Si vous avez un super magasin avec une magnifique vitrine, mais que vous êtes dans une rue où il n'y a personne, ça risque pas de vous ramener beaucoup de ventes. Donc, pour augmenter votre visibilité, moi, j'ai pas mal de choses à vous conseiller. Première chose, prenez l'habitude de vous mettre un petit peu des fois en avant, de vous exposer un peu en interagissant sous des posts de contacts clés ou d'entreprises qui vous intéressent, de liker, de partager du contenu. Pourquoi pas d'ailleurs écrire un article sur une des expertises que vous avez ou en faire un post sur une thématique qui vous tient à cœur. Okay, et ça peut être même des fois juste partager que vous avez été à un événement ou partager une vidéo sur le leadership que vous avez vue, que vous pensez qui est intéressante. Ça peut être très simple. Hein. Et alors, moi, ce que j'aime bien recommander pour faciliter des fois un peu cette démarche-là et pour éviter le scrolling sans fin sur LinkedIn auquel on succombe tous un peu, c'est d'aller suivre et activer la cloche. Donc, quand on commence à suivre quelqu'un, il y a une petite cloche qui s'affiche et vous pouvez l'activer pour avoir toutes les notifications. Donc, suivre et activer la cloche pour les entreprises et décideurs qui vous intéressent, pour ne rien rater du contenu qu'eux vont mettre en ligne et pouvoir réagir dessus en public, comme on le disait, avec un like, un partage, un commentaire, ou même en privé avec un petit message envoyé parce que le post qu'ils ont mis en avant ou la réussite qu'ils ont mis en avant, bah, ça vous parle en fait. C'est toutes ces actions qui vont contribuer à ce que vous soyez plus visible dans l'écosystème. Et d'ailleurs, je vous partage un message que moi j'avais reçu d'une cliente il y a quelques temps. Elle avait suivi mon conseil de suivre et d'activer la cloche pour les entreprises et les profils des décideurs de sa liste d'entreprises cibles. Okay, tout partait évidemment de ce qu'on disait avant sur le ciblage. Hein. On revient à la fondation. Et sa proactivité, elle a porté ses fruits. Elle a laissé un commentaire pertinent, bien réfléchi sous le post d'un CEO d'une boîte qui l'intéressait. Et le CEO de la bibliothèque a remarqué son commentaire, l'a contacté directement pour lui proposer un échange. Voilà, vous dire l'impact que ça peut avoir, quoi. Ouais, non, mais c'est dans l'écart, en fait, entre votre expertise et votre visibilité que disparaissent les opportunités de carrière. Souvent, il y a ce côté, en fait, moi, je suis pas comme ça, c'est mal. Enfin, il y a plein de jugements négatifs avec cette visibilité. En fait, si vous êtes visible, vous serez dans les bonnes boîtes au bon endroit et vous aurez plus d'impact. Dans nos univers, c'est hyper important. Donc, sortir de ce côté bien, mal, je suis pas comme ça, et s'autoriser à être visible pour pouvoir rayonner. Développer votre personnalité, ça vous permet de combler cet écart et ça rend votre expertise visible et accessible là où les décisions, elles se prennent réellement. Oui, exactement. Et j'aimerais compléter avec quelque chose que j'aime bien partager, c'est toutes ces actions-là dont on vous parle, des fois, comme Maëlle dit, ça met un peu inconfortable, on n'a pas l'habitude, ça fait sortir de la zone de confort. Et naturellement, le cerveau n'aime pas les sorties de zone de confort, donc le cerveau va trouver 40 000 excuses pour ne pas le faire. Ok, ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas, ça va être mal vu, je vais être jugé, et les gens dans mon entreprise, qu'est-ce qu'ils vont penser? Enfin, je peux vous en sortir des milliers d'excuses. Okay, mais souvent, j'aime bien le rappeler, c'est que la carotte au bout de ce bâton, c'est de trouver un poste où vous vous sentez bien, vous êtes content d'y aller le matin, où vous vous épanouissez, où vous avez de l'impact en fait. On oublie souvent que l'objectif de tout ça, c'est d'être bien, surtout dans les positions que vous occupez. C'est des positions où on ne travaille pas entre 6 et 8 heures par jour, on travaille plutôt entre 10 et 12 des fois. Donc c'est très important, on passe plus de temps avec nos collègues qu'avec nos proches. Donc l'importance de ces actions pour se donner les meilleures chances d'accéder au marché caché, d'accéder aux bonnes offres, enfin,
c'est trop important que pour l'oublier, quoi. Enfin, voilà, c'était mon petit grain de sel, Maë, mais je te laisse continuer. Hein. Non, mais totalement aligné. Et il y avait un commentaire de Marie-Claude sur la visibilité. En ce moment, est-ce qu'on peut être authentique? Mais oui, en fait. Alors, bien sûr, il faut être authentique en se disant, est-ce que j'irai comme ça au travail? Donc, c'est à vous de choisir le degré de ce que vous partagez dans le monde professionnel. Mais en fait, être soi et mettre sa personnalité, nous, on a des clients, ils font des posts très humains, très particuliers. Et on en a d'autres, ils sont beaucoup plus cartésiens dans leur façon de communiquer. Le but, c'est que ça vous ressemble et que, en fait, on est la même personne sur LinkedIn que quand on va travailler avec la personne. Comme ça, on attire les bonnes typologies à soi. Exactement. C'est comme comparatif avec la vie amoureuse. Hein, c'est faire semblant d'être parfait, super, nanana, et se retrouver en couple avec quelqu'un en fait, qui ne nous connaît pas. En général, ça ne crée pas des meilleures relations sur le long terme. C'est pareil avec une entreprise ou un poste ou une mission. Je te laisse enchaîner, Maë, sur le deuxième pilier. Oui, le deuxième pilier, c'est le réseau. Le réseautage, c'est un peu vu comme un mot barbare, qui est vu comme une pratique d'opportuniste en France. J'ai encore eu un coaching ce matin où la personne me dit non mais moi je suis pas comme ça, je vais pas manger avec la personne parce que c'est un VP. Et en fait, on peut réseauter si on prend cette casquette d'enfant de 4 ans en s'intéressant vraiment à l'autre, sans attendre des choses, juste comprendre, avancer. Beaucoup de nos clients commencent l'accompagnement en se disant qu'ils doivent se faire violence pour créer un réseau stratégique. C'est normal, on apprend ça nulle part. C'est plutôt logique même. Et c'est là qu'on entend une phrase, même plusieurs phrases très souvent, c'est je n'ai pas de réseau. Enfin, je crois. Je sais pas toi, Mélanie, et moi j'ai 60% de mes clients, on dirait qu'ils ont croisé personne dans leur vie. Ouais, je n'ai pas de réseau ou j'ai pas. Moi, j'ai souvent aussi. Non, mais mon réseau, je pense pas qu'il peut m'aider. Et puis quand on regarde le réseau, on se dit, je suis sûre qu'il y a des gens qui peuvent aider là-dedans. Et dans la majorité des cas, en fait, c'est pas vrai. Il y a un réseau. La plupart des dirigeants, ils ont déjà rencontré des centaines de personnes dans leur carrière. Le vrai problème, c'est qu'ils ont souvent peur de réactiver leur réseau. Et c'est pour ça, cette notion de peur, moi, j'aimerais bien juste un tout petit peu creuser dessus. On a déjà un peu parlé du mindset tout à l'heure, mais c'est assez lié. Hein. Mais nous, on remarque souvent 5 peurs liées au réseautage depuis qu'on a créé Purple Squirrel. Première peur, ne pas avoir de réponse. Deuxième peur, avoir un non. Troisième peur, déranger. Quatrième peur, ne pas être légitime. Et cinquième peur, et ça, ce mot, je l'adore, c'est on n'a pas envie de passer pour un quémandeur ou un opportuniste. On a peur de passer pour un quémandeur ou un opportuniste. Et donc, moi, je me demande, quand vous lisez un peu ces peurs liées à cette pratique du réseautage, à nouveau, je suis curieuse, dans lesquelles ou dans laquelle est-ce que vous vous reconnaissez le plus et qui vous bloque. Des fois, cette petite voix, elle vous bloque à aller envoyer ce message que vous retardez depuis des semaines, à contacter telle personne ou autre. Voilà, je suis assez curieuse d'avoir votre feedback. Je vois qu'il y a déjà des réponses qui se mettent. Maë, je te laisse. Mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'on en parlait avec Mélanie début de semaine. C'est la peur de passer pour un quémandeur qui revient très souvent. Souvent, on a des personnalités qui ont très souvent été la personne qui aide tout le monde, que ce soit dans leur entourage, que ce soit dans les entreprises. Et passer de l'autre côté, c'est pas évident parce que c'est apprendre à demander de l'aide. Et ça ne veut pas dire qu'on est faible, bien au contraire. Ça permet souvent de passer un cran. Ouais, c'est ça qui est. Ouais, c'est exactement ça. Et comme tu dis, les dirigeants, souvent, ils aident tout le monde, famille, amis, dans leur entreprise. Et des fois, ils oublient de s'aider un peu eux-mêmes, quoi. Mais voilà, celui qui reviennent le plus, c'est vraiment le 3, 4, 5. Génial, ok, très bien. Une fois qu'on a conscientisé ces peurs, on peut travailler dessus. Ouais. Une fois que c'est fait, il y a souvent d'autres enjeux qui émergent. Pour les peurs, on pourrait faire un live entier sur le sujet, d'ailleurs, ce qu'on a fait au mois de novembre. S'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous l'enverrai. C'est passer de je vais déranger quelqu'un à en fait, j'offre l'opportunité à la personne d'avoir un échange sympathique. Plus facile à dire qu'à faire, mais je plante cette graine. Peut-être elle germera. Si vous avez besoin de ressources pour la faire germer, vous me faites coucou. Une fois qu'on a identifié ces peurs, il y a d'autres enjeux qui émergent. Vu qu'on est dirigeant, on a souvent la tête dans le guidon. Et on n'arrive pas à prioriser une démarche de réseautage. Du coup, les relations s'endorment et les leaders, ils hésitent à reprendre contact après plusieurs années. Il y a une peur que ce soit maladroit ou opportuniste, alors qu'en réalité, il suffit souvent d'une conversation pour réactiver une relation. Et c'est souvent à ce moment-là que les opportunités, elles commencent à circuler.
vous avez déjà un réseau, vous l'avez simplement oublié, ou peut-être même lui-même un peu oublié. J'allais dire, ou bien c'est lui qui vous a oublié, ce qui est possible aussi. Hein. Il y a quelques semaines, une cliente me dit la phrase classique, j'ai pas de réseau. Et donc je lui réponds, t'es sûr? Fais-moi une liste des gens qui t'ont aidé, inspiré, challengé, même une fois. Ah, il y a ce manager qui était trop cool, il y a cette collègue, elle m'avait aidé sur ce dossier-là. En fait, en 18 minutes, on avait trouvé une quinzaine de noms, pas des contacts LinkedIn, des vrais gens, des vraies personnes avec qui elle avait échangé, des humains qui ont pu devenir des alliés, des sources de valeur. On a tous un cercle chaud. Anciens collègues, mentors oubliés, managers admirés, des camarades d'études devenus leaders. Mais on n'ose pas vraiment les recontacter. Oui, ce cercle chaud, pourtant, en général, il est assez large. Et tu parlais de collègues, mentors, managers, camarades d'études, mais ça peut aussi être clients, partenaires, fournisseurs. Il y a des gens, en fait. Vous avez des postes de relationnel, de leadership. Il y a des gens, ok. Mais comme tu le dis, on n'ose pas toujours recontacter. Et pourquoi, au final, est-ce qu'on n'ose pas toujours recontacter? Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on est des fois un peu gêné, on a un peu honte. Et on se dit, ah, ça fait trop longtemps, je n'ai pas entretenu la relation, donc on se met bien la faute sur soi, qu'on se culpabilise bien. Et on ne bouge pas, en fait, on reste dans l'inaction. Et dans ce cas, moi, j'aime bien vous retourner la question, de vous retourner la réflexion, c'est si la personne que vous avez peur de recontacter parce que ça fait trop longtemps, si elle vous recontactait après plusieurs années, qu'est-ce que vous feriez? Et bien, souvent, quand je pose cette question en coaching, dans 90% des cas, la réponse, c'est je serais hyper content d'avoir de ces nouvelles et d'échanger avec elle. Donc, vous essayez pas trop de vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Essayez de passer au-dessus de vos blocages et juste de le faire, en fait. Et Maë, je te laisse raconter ton histoire préférée. Ouais, c'est une histoire personnelle sur le sujet. Un jour, j'ai composé un numéro et ça a changé ma trajectoire de vie. En 2021, j'avais un projet, un grand projet, qui me faisait un peu flipper, hein, soyons honnêtes. Celui que j'avais en tête depuis des années, sans oser le formuler à haute voix. J'avais envie de créer une entreprise pour aider les professionnels à prendre le contrôle de leur carrière. Et dans un coin de ma tête, il y avait ce nom, Mélanie Flour, l'unique, la seule. Une femme que j'avais trouvée brillante, ancienne directrice de formation pour la Belgique quand je travaillais en cabinet. On s'est croisés, on a travaillé ensemble, je pense, 3 mois. Et j'avais adoré son niveau d'exigence que je trouvais rare, une capacité à toujours viser le mieux. Et j'avais l'intuition que nos chemins étaient faits pour se croiser et qu'un jour on créait un truc ensemble. Chose que je lui avais jamais dit. Hein. Non, ça a été surprise pour moi. Mais voilà, on parle de cercle chaud qui peut devenir un peu froid. Je lui ai pas parlé depuis 5 ans. Et dans ce moment-là, c'est pas la stratégie qui bloque. Hein. Je sais où trouver son numéro, je sais comment la contacter. C'est la peur en fait. Et dans ma tête, je me disais, mais tu peux pas arriver comme une fleur, t'as rien d'assez concret, elle a sûrement autre chose à faire. On connaît cette voix, on l'a tous. C'est pas le bon côté sur les petits personnages qu'on a sur les épaules. Et c'est celle qui nous coupe d'un réseau qu'on a, mais qu'on n'ose plus activer. Et un matin, en fait, j'ai juste composé son numéro. Avec un simple « Salut Mélanie, comment tu vas ?» On s'est raconté nos vies pendant 3 minutes, parce qu'on montre en main. Et après, je lui ai dit que je lançais un projet pour aider les leaders à reprendre le pouvoir sur leur carrière. Elle a souri. Elle m'a dit « Trop bien, je viens de racheter un ordi. » J'étais en train de finir une période de voyage en plus, donc je pense que j'ai dû te demander, si je me rappelle bien, très rapidement, comment est-ce que je peux t'aider en fait. C'est ça qui était intéressant. Exactement. Et en fait, 48 heures plus tard, on était en visio. Une semaine plus tard, tu m'aidais à avancer sur le projet. Et 3 mois plus tard, on était associés. Et 4 ans plus tard, on construit un truc de fou ensemble. Et j'aurais pas imaginé le faire sans toi. Merci d'avoir osé passer ce coup de fil parce que j'en suis très reconnaissante. Et c'est vraiment ça qu'il faut que vous reteniez, c'est que la seule chose qui vous sépare des fois d'une collaboration, d'un poste, d'une mission, de quelque chose d'intéressant, c'est juste passer un coup de fil, envoyer un message, oser. Okay, et je vous partage aussi l'histoire de Mathieu que j'ai accompagné récemment. Grosse carrière à des postes de direction marketing. Il sort de l'industrie pendant 2 ans pour faire un projet entrepreneurial avec sa femme. Et puis voilà, le projet est lancé. Là, il veut y revenir. C'est bon. Il a envie de retourner à ses premiers amours.
mais il a l'impression que les portes, elles se ferment. Il ne sait pas comment activer son réseau. Il n'arrive pas à être percutant. Il ne sait pas comment contacter les inconnus. Il a peur de déranger. Enfin, vraiment, toutes ces peurs, là, dont on parle du réseau, il les a à peu près toutes. OK ? Et donc, on a travaillé ensemble sur une stratégie vraiment qui lui permet d'activer son réseau et le réseau de son réseau, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est là, qui on contacte, comment est-ce qu'on relance. Et surtout, on a travaillé ensemble sur son état d'esprit. Il n'est pas là pour guirater ou demander un job. Okay, il est là pour, comme elle disait tout à l'heure, échanger, ajouter de la valeur, demander conseil, faire preuve de curiosité. Et je me rappellerai toujours de ce coaching où il m'a vraiment exprimé sa surprise en se disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes ouvertes à échanger avec lui et que ça lui apporte autant de pistes à aller explorer. Et résultat, il a décroché un nouveau poste de directeur marketing chez un gros acteur de la nutrition infantile. Donc voilà, que l'histoire de Mathieu vous inspire. C'est une super histoire. Attention, une fois que vous avez dépassé ce blocage, donc ça y est, vous êtes prêt à aller contacter les gens, à sortir de sa zone de confort, parce qu'au final, il ne peut pas se passer grand-chose de grave. Ouais. Il y a un autre piège, c'est le manque de stratégie. Faire du réseau sans ciblage, ça ne sert à rien. Le réseau il doit être construit avec intention en fonction d'un objectif précis. Donc, une fois que vos peurs et vos blocages du networking sont identifiés, l'étape suivante, elle est simple, c'est avoir un objectif précis. Par exemple, si je vise un poste de directeur de BU en santé animale dans une entreprise de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, parce que je sais que c'est la bonne taille de structure où je peux avoir l'ownership, faire bouger des choses, je commence par identifier 5 entreprises prioritaires. Puis les dirigeants de ces entreprises, puis les personnes de mon réseau qui peuvent me connecter à eux. De toute façon, avec les critères que tu as mis, entreprise de plus de 50 millions en santé animale, tu n'en auras pas beaucoup plus non plus que le chiffre que tu as donné, donc c'est bien. Et ça, c'est important, ce que Maë, elle verbalise avec définir un peu son objectif. C'est des fois, nous, on croise des leaders qui vont s'épuiser à contacter des centaines de personnes, alors que c'est comme dans un rôle de commercial, dans des stratégies commerciales, il vaut mieux avoir 3 points de contact sur 10 cibles que 30 points de contact sur 30 cibles. Okay, donc, il y a des questions à se poser. C'est le ciblage est clair, mon objectif est clair. C'est qui parle au CEO des boîtes qui m'intéressent. C'est qui son boîte, c'est qui son assistant, c'est qui ses fournisseurs, c'est qui ses collaborateurs de confiance, c'est qui ses financeurs aussi, il ne faut pas les oublier ceux-là. Au final, c'est ce que nous, on appelle des connecteurs. Donc, c'est qui les connecteurs? Et contrairement à ce que l'on imagine, les connecteurs, ce n'est pas forcément ceux qui ont les titres les plus impressionnants. Ça peut être un excellent commercial présent dans l'entreprise depuis 15 ans. La dernière fois, j'ai quelqu'un qui a eu l'info pour un poste de directeur général avant tout le monde par le délégué commercial terrain. Parce que il a depuis 15 ans, c'est le meilleur commercial, il est super sympa, il avait l'info avant tout le monde. Une assistante de direction, comme tu disais, Mélanie, sans elle, les entreprises ne seraient pas bien. Elles ont toutes les infos et c'est elles qui décident de l'agenda des gens qui sont occupés. Oui, ça, je pense que toi, tu le faisais, t'envoyais des petits cadeaux de fin d'année aux assistants de direction de tes bons clients quand tu étais en recrutement, parce que tu avais compris, en fait. Hein. Oui, et assistante comptable, pour être sûr que mes factures soient toujours les premières payées. Très intelligent. Un ancien collègue devenu investisseur, parce qu'il y a des gens qui changent de secteur, on ne le sait même pas, regarder les gens avec qui on a été à l'école, les VC, des DG, et très souvent, il y a des personnes comme ça qui vont faire circuler les opportunités, il faut juste les identifier et créer du contact avec. Exactement. Et du coup, Maëva, je reverbalise, ce que tu es en train de nous dire, c'est que si mon N-2 est dans une boîte qui m'intéresse, ou mon ancien N-2 est dans une boîte qui m'intéresse, il faut que je le contacte, c'est bien ça? Exactement, c'est pas parce qu'il n'est pas au CODIR ou au COMEX qu'il ne peut pas avoir des infos. Exactement. On vous parlait tout à l'heure du marché caché et on vous avait séparé 3 parties, la partie réseau, la partie chasseur et la partie interne. En réalité, ce ne sont pas des silos. Dans ce qu'on voit, c'est que c'est souvent des vases communicants. Même si nous, il y a des gens qui ont déclaré c'est grâce à un chasseur de tête, mais en fait, il y avait aussi une connexion qui a aussi poussé le profil. Parce que comme on vous disait, au niveau où vous êtes, il y a quand même beaucoup de maillage. Donc, tout repose sur une seule chose, votre capacité à créer des vraies relations et pas uniquement quand vous en avez besoin. Et d'ailleurs, il y a une phrase qu'on répète assez souvent. Tout le temps, j'ai envie de dire. Je l'ai encore répété 2 fois hier.
Et donc, cette phrase, c'est l'important, ce n'est pas qui vous connaissez, mais c'est qui vous connaît, qui pense à vous au bon moment, au final. Et un bon exemple pour ça, ça peut être les recruteurs. Par exemple. Par exemple. Petit point rapide sur les chasseurs de tête. Il y a une croyance très répandue. Les chasseurs vont me trouver mon job. C'est faux. Les chasseurs sont payés par les entreprises. Pas pour trouver un poste, mais pour trouver un bon candidat pour un client avec des critères très précis. Donc la vraie question, ce n'est pas comment je me fais chasser, mais comment je deviens visible et crédible dans leur radar. Exactement, parce que c'est souvent il y a cette misconception je ne sais même pas si c'est français, mais voilà, il y a cette misconception en France que l'exécutif search, le cabinet, ils sont là pour vous trouver un poste. J'ai échangé encore l'autre jour avec une de nos partenaires qui me disait que c'était fou le nombre de candidats qu'il a contactés en espérant qu'elle leur trouve un job. En fait, c'est pas pour ça qu'ils sont payés. Ben oui. C'est pour ça que nous, on a arrêté le recrutement et qu'on a monté quelque chose pour vraiment aider les professionnels. Parce qu'en fait, quand on est payé par l'entreprise, ils nous font confiance 10-20% du temps où on peut vraiment choisir la personnalité, les profils atypiques. Le reste du temps, c'est un cahier des charges bête et méchant et on est là pour trouver le cahier des charges. Il y a 2 types de cabinets à avoir en tête. Il y a les Shrek. Ce sont les gros cabinets de la place qui ont les mandats d'executive search, Spencer Stuart, Hendrik Estrugel, Russell Reynolds, Egon Zeder et Korn Ferry. Et il y a les cabinets boutiques. On en a beaucoup en France. C'est des cabinets plus petits, plus spécialisés, avec une approche qui se veut un peu comme un boutique hôtel, personnalisé et très spécialisé sur un secteur. Et attention, que ce soit les Shrek ou les cabinets boutiques, l'année dernière, ça a été une année difficile en termes de recrutement. Moi, j'aimais bien faire la blague, et c'est vrai, quand on a monté Purple Squirrel, j'avais un peu peur au départ d'aller manger avec mes amis qui étaient en cabinet, parce que le cabinet, ça rapporte énormément. L'année dernière, c'est bon. Niveau bouteille de vin, je m'inquiétais beaucoup moins. Oui, parce qu'ils ont eu une mauvaise année. Ils ont eu des très mauvaises années. Moi, les chiffres que j'avais eus, c'est des baisses des fois de mandats jusqu'à 25%. C'est ça. Voilà, ça fait un peu mal, quoi. Et concrètement, ce qui se passe quand le marché est tendu, c'est que les cabinets vont chercher des mandats ailleurs, notamment à l'international. Et ce qui s'est passé en France l'année dernière, c'est qu'il y a eu une masse de cabinets anglo-saxons qui sont venus prendre les mandats énormes. Donc aujourd'hui, on peut plus se limiter aux cabinets français, car les cabinets étrangers, anglais en particulier, sont de plus en plus positionnés sur les recrutements des dirigeants en France. Mais c'est pas toujours évident de rentrer en contact avec un recruteur, parce que si je lui envoie un « Bonjour, je suis génial et je suis extraordinaire », on n'a pas forcément de réponse. Donc c'est quoi ton conseil ? À nouveau, c'est le maillage et le réseau. Moi, je vous recommande, vous avez sûrement, en tout cas je l'espère, un beau réseau autour de vous, avec des dirigeants, peut-être dans des homologues, dans d'autres entreprises avec qui vous échangez de temps en temps. Pas hésiter quand vous les voyez la prochaine fois à leur demander, d'ailleurs, toi, c'est qui les deux recruteurs là, que tu recommandes, peut-être qu'ils te contactent régulièrement ou avec qui tu as un bon feeling. Et en fait, après, pouvoir tout simplement aller contacter ces chasseurs de tête, ces recruteurs, en disant, voilà, bonjour Marc, je vous contacte de la part de X qui a vanté l'approche de votre cabinet. Je suis en train de réfléchir à la suite avec envie de me positionner sur tel type de poste. Je serais ravie d'en échanger avec vous. Voilà, c'est essayer de se faciliter l'approche en venant potentiellement sur la recommandation de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui pense du bien de ses cabinets. Et souvent, on pense du bien, pas seulement du cabinet, mais du recruteur. Donc, c'est très facile de demander qui sont les 2 recruteurs que tu me recommandes, en fait. Donc ça, gardez cette astuce en tête. Et s'il vous plaît, posez cette question la prochaine fois que vous échangez avec un homologue, ou même avec quelqu'un qui peut être au-dessus ou en dessous de vous, mais qui évolue dans le secteur des life sales. Okay ? Et alors, j'aimerais aussi brièvement vous parler du marché caché en interne, okay ? Parce qu'il y a souvent cette croyance aussi que c'est difficile d'évoluer en interne. Mais je remarque aussi souvent dans mes échanges avec les clients que beaucoup, ils n'ont pas verbalisé clairement leur ambition à leur hiérarchie. Ils ont peur qu'on leur dise non, ils ont peur que ça ne se réalise pas. Donc, premier conseil déjà, si vous avez cette ambition, s'il vous plaît, posez-vous 2 questions. Okay ? Première question, est-ce que j'ai verbalisé clairement mon envie d'évoluer et vers quel type de poste ?
Et deuxième question, est-ce que je suis au clair par rapport aux actions à prendre, au réseau de sponsors à solidifier en interne pour y arriver? Et je vais vous partager une histoire qui est liée des fois à cette croyance en interne qu'on ne peut pas évoluer ou que c'est compliqué. Donc, j'ai une cliente qui cherche un poste direction en commercial excellence dans sa démarche réseau. Elle reprend contact avec une vieille connaissance, donc elle ose, qui est dans une de ses entreprises cibles. Et la connaissance, elle lui a verbalisé, non mais oublie les postes que tu cherches. Cette connaissance, elle est en interne dans la boîte qu'elle veut rejoindre. Elle dit, mais oublie les postes que tu cherches, c'est seulement au UK, aux US, il n'y a jamais des postes en commercial excellence en France. Ma cliente, elle est un peu déçue, un peu dépitée, mais elle ne se décourage pas. Elle ajoute de la valeur à sa connaissance, elle garde le contact et, grosse surprise, 2 mois plus tard, il y a un poste exactement comme ce qu'elle veut qui est publié en ligne. Elle recontacte du coup sa connaissance qui lui propose bien gentiment de faire passer son CV en interne et c'est, sans surprise, vous le voyez ici, ma cliente qui finit par avoir le poste, alors que quelqu'un qui est au sein de cette entreprise, il a dit non mais c'est pas possible, laisse tomber. Donc c'est vraiment pour vous exemplifier que des fois, même en interne, on se met des barrières, on croit des choses, alors qu'en fait, c'est pas toujours le cas, quoi. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que même dans les entretiens informationnels qu'on va faire en interne, les gens ont leur propre set de croyances et parfois des croyances limitantes. Quand on va faire ces échanges, on prend tout ce qu'on trouve intéressant et qui est des croyances aidantes pour nous et on peut laisser le reste. Parce que là, on voit l'exemple parfait. La personne s'est forcée à faire cet échange. Elle a dû en ressortir un peu triste schématiquement parce que c'est jamais agréable quand on nous dit ce que tu veux, c'est impossible. Mais du coup, même quelqu'un qui vous dit que c'est pas possible peut être aidant à un moment sur un projet. Exactement. Et là, on a parlé réseau, connecteur, cabinet, croyances liées à l'évolution interne. Mais le plus important à retenir de tout ça, c'est que quelle que soit la démarche réseau, il faut personnaliser et avoir un système. Donc, ce que je recommande souvent, si certains d'entre vous ne l'ont jamais fait, c'est exporter vos connexions LinkedIn. Oui, c'est possible. Faites-en un joli fichier Excel. Et ça va vous permettre de suivre un peu plus méthodiquement les contacts clés de votre réseau. Pour arrêter de vous lever le matin et au doigt mouillé et vous dire « Oh, je recontacte très bien Jeanne et Olivier. » Donc, exportez cette liste de connexions sur LinkedIn et en fait, trier pour identifier, on va dire, une 50aine de contacts clés et vous dire « Avec eux, j'ai vraiment envie de garder le contact. » Oui, donc la clé, c'est vraiment d'avoir un système et de personnaliser. Exactement. On vient de voir le pilier visibilité et réseau stratégique, qui sont les 2 premiers piliers pour accéder au marché caché. Passons maintenant au pilier, le dernier, celui de l'approche directe. Celui-là, il vous met souvent fort mal à l'aise, vous, nos très chers leaders. Cette approche directe, c'est contacter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ou beaucoup de dirigeants, ils n'aiment pas du tout. Et ce n'est pas parce qu'ils manquent de courage, c'est parce qu'à nouveau, il y a ces peurs. Peur de paraître opportuniste, peur d'avoir un nom, peur de déranger. Et alors que quand c'est bien fait, c'est un peu différent. C'est totalement différent. Et dans notre expérience, c'est souvent à ce moment-là que tout s'accélère. Parce qu'il y a une conversation, il y a une introduction, il y a un café, et parfois une opportunité, elle apparaît là où il n'y en avait pas. Ouais. Déjà, il y a un point important, Mélanie, en plus tu me l'as fait conscientiser grâce à vous en préparant ce live pour qu'on l'explique de façon claire, c'est approche directe, c'est différent de demande directe. Ouais. La demande directe, elle va être centrée sur vous parce que vous voulez obtenir quelque chose directement. Alors qu'on peut fonctionner avec une approche plus relationnelle. Par exemple, un compliment sincère, un retour sur un contenu, une vraie marque d'intérêt. Et sans rien demander. J'ai une cliente qui avait comme objectif de travailler avec une general manager. Elle l'adorait. Elle écoutait ses podcasts, elle l'a trouvée passionnante, elle l'a trouvée inspirante. Mais il n'y avait pas d'opportunité. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a écrit en la félicitant pour une discussion sur un podcast en étant très, très, très spécifique. Et la personne lui a proposé un petit déjeuner en lui précisant « Attention, aucun poste ouvert ». À la fin du petit déjeuner, on lui propose une mission. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, elle est toujours dans l'organisation. D'ailleurs, Mélanie, je crois que tu avais trouvé une autre formulation que ajouter de la valeur pour aider les clients à comprendre la nuance qu'on voulait mettre.
Ouais, parce qu'on parle souvent d'ajout de valeur qui peut être dans l'approche directe, mais même dans le réseau stratégique dont on parlait au-dessus. Moi, j'avais une cliente qui avait un peu du mal à comprendre la notion d'ajout de valeur parce que ça lui paraissait à nouveau très transactionnel au final. Ok. Donc, on a échangé sur le sujet et en fait, on s'est rendu compte d'un truc assez simple. Ajouter de la valeur, c'est faire plaisir à l'autre. Donc, en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est réfléchir à comment je peux faire plaisir aux contacts clés de mon réseau ou aux gens avec qui j'ai envie de rester en contact. Et sur cette note de faire plaisir, moi, j'aimerais vous proposer un petit challenge. Ok. Avant vendredi, ou avant vendredi fin de journée, puisqu'on est déjà jeudi, je vous laisse un peu plus de temps, j'aimerais bien que vous preniez 5 minutes pour envoyer un compliment sincère à un contact clé de l'industrie que vous suivez, que vous admirez, qui vous inspire sans rien demander, juste un retour positif sur leur carrière, un projet qu'ils ont pu mener. Et voilà, juste pour vous, voilà, pour faire plaisir en fait, et arriver dans le radar de cette personne. Donc, est-ce que certains d'entre vous se sentent prêts à relever ce challenge? J'espère que oui. Et Maë, pour motiver l'audience, toi, tu avais une histoire de dingue. Ouais. Enfin, moi, que je trouve de dingue, en tout cas, mais voilà, que tu avais envie de raconter. J'avais une histoire que je voulais raconter, et je vais répondre en même temps à Linda qui dit, est-ce que c'est pas se travestir pour plaire? En fait, c'est entraîner son muscle de la gratitude. C'est entraîner son muscle quand on pense merci, quand on pense c'est génial, le dire. Les gens qui créent des contenus, qui offrent des choses, ils y passent du temps et ça fait toujours plaisir en fait. Et donc moi, l'histoire que je vais partager, c'est Jean de la Roche-Brochard, qui est en fait le bras droit de Xavier Niel et qui gère ses fonds d'investissement comme Kimaventure. Il a décidé de donner un accès à un IA qu'il a entraîné avec ses conversations avec les dirigeants, avec ses livres, sa façon de fonctionner. C'est la première boîte en toute honnêteté que je structure, Purple Squirrel. Et du coup, cette IA qu'il a partagée, moi, m'a fait gagner un temps très fort, beaucoup de clarté. Et je me suis dit, je crois que c'était le 3 janvier, je lui ai envoyé un message en le remerciant, en lui demandant absolument rien. C'est passé 2 choses. Un, il m'a répondu en me remerciant en disant que ce type de message, ça faisait toujours très, très plaisir. Et 2, ça lui a tellement fait plaisir qu'il en a fait un post LinkedIn. Je n'ai rien à demander à Jean de la Roche-Brochard. Par contre, aujourd'hui, la personne qui a qui a les fonds de Xavier Niel, peut-être qu'il se souviendra du prénom de Maëva un jour. Et je l'ai fait dans aucun but. Ouais, exactement, c'est du donnant-donnant. Et lui, tu as répondu et a fait ce post dans aucun but non plus. En fait, c'est à nouveau, ça fait plaisir. On revient sur la notion de plaisir. Hein. Donc, Linda, non, on ne se travestit pas, mais oui, on fait plaisir. Et alors, il y avait une autre partie, toi, que tu voulais aussi partager. Et voilà, c'est comment personnaliser un peu ces approches ou comment les structurer. Oui, c'est parfois, faut aller un peu plus rapidement. On n'a pas le temps de passer par la relation, la création, où on veut directement demander quelque chose parce qu'on sait qu'on a quelque chose à demander et on veut être donc direct et honnête. Et là, moi, j'aime beaucoup le framework vous, je, nous. Mélanie, vous partagez plutôt l'importance de personnaliser votre approche réseau. Parce qu'on a vraiment une tendance à être très égocentré dans ces approches. On parle je. Je suis un directeur commercial avec mon expérience qui a géré des PNL. Je suis en train de réfléchir à la prochaine étape. Exactement. Alors qu'en fait, 30 à 40% du message devrait être orienté vers la personne qu'on va contacter. Et pour vous aider à structurer vos messages, il y a un framework très simple. Donc, vous, je, nous. Concrètement. Donc, attention, c'est pas je, hein, je répète, c'est vous, je, nous. Hein. Non, mais j'ai des clients où on le regarde, je fais, mais non, j'étais sûre d'avoir suivi le framework, et on regarde, je fais, ah bah non, pas du tout. On a trop l'habitude. Vous, c'est vous montrer que vous êtes intéressé à la personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle publie, son parcours, et surtout expliquer pourquoi ça vous a marqué. Souvent, on a tendance à pas verbaliser ce qui se passe dans notre tête. Les gens ne sont pas dans notre tête. Donc, soyez spécifiques. Ça veut dire des faits, des chiffres, des choses concrètes, et expliquer pourquoi c'est intéressant. C'est ça qui prouve votre sincérité et le temps que vous avez investi. Le jeu, vous expliquez pourquoi vous contactez la personne, pourquoi c'est logique. Et oui, il peut y avoir une phrase sur vous, voire 2, mais tranquille. On y va doucement, parce que ce qu'on veut, c'est créer l'échange et c'est en s'intéressant vraiment à l'autre qu'on peut faire ça. Et le nous, vous ouvrez une porte
pour échanger, partager, apprendre, confronter des points de vue. Exactement, et je partage un exemple qui est plutôt bien fait et qui vient avec cette structure en vous genou. Et au final, l'important dans la démarche réseau, en général, et dans ce pilier de l'approche directe en particulier, c'est aussi de réfléchir à quel message est-ce que vous aimeriez recevoir et qui vous donnerait envie de répondre. Des fois. Et vous allez vous rendre compte que les messages qu'on vous envoie où la personne parle que d'elle, ça ne vous donne pas envie de répondre, en fait. Non, ça vient rajouter de la charge mentale. Alors que là, ces petits messages, on se dit « Oh, sympa !» et totalement aligné. Se mettre à la place de l'autre, ça permet de rendre son approche plus percutante. Ça s'appelle l'empathie aussi. Et alors, il y a un point très important, même avec un très bon message, vous n'aurez pas toujours des réponses. Et c'est normal. Les gens sont occupés. Ils voient pas le message, ils voient le message, mais ils devaient aller faire les courses, ils oublient, ils disent « je répondrai plus tard » et ils ne font pas. Et c'est pas contre vous. On n'est pas le personnage principal de la vie des autres. C'est un peu dommage parfois, mais c'est la vie. Et donc là, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent. Comme on voyait tout à l'heure, là, par peur de déranger, par peur d'insister, en se sentant pas légitime. Ouais. Alors qu'en réalité, en fait, vous avez un super pouvoir, et ce super pouvoir, c'est la relance. J'adore la relance. Super pouvoir tellement sous-estimé dans le monde d'aujourd'hui où on est sursollicité. Tellement. Et relancer, c'est pas être lourd. C'est montrer que vous êtes vraiment intéressé. Et surtout, posez-vous une question simple. Qu'est-ce que vous avez à perdre? VS, qu'est-ce que vous avez à gagner? Au pire, pas de réponse. Au mieux, une conversation qui peut tout changer. Donc, simplement relancer, poliment, sans pression. Toi, tu avais un exemple, du coup, Mélanie? Oui, mais j'ai partagé l'exemple d'une cliente qui m'a envoyé ça. Et je pense qu'elle m'a envoyé ça la semaine passée. Donc, c'était parfait pour montrer durant le live. Donc, je lui avais parlé d'un framework en 3 relances. Et quand je lui ai parlé de ça, au début, elle était là, non, c'est hors de question. Mais j'apprécie, elle me fait confiance. Elle écoute les conseils que je lui ai donnés. Elle avait une mise en relation qui ne lui répondait pas. Elle a fait ses 3 relances. Et au final, elle a une réponse et elle lui parle. Donc, en fait, c'est vraiment la preuve qu'au pire, vous n'avez pas de réponse. Au mieux, ça déclenche quelque chose d'intéressant. Et alors, je sais que Maë, toi, tu voulais partager aussi quelque chose que j'adore. C'est quand on cherche à accéder au marché caché, ou dans la vie en général, il y a 2 types d'actions. Oui. Il y a les actions passives. Ce sont les actions où on se prépare, où on consomme, où on réfléchit, mais où on ne crée pas d'interaction réelle avec l'écosystème. Par exemple, revérifier votre CV. Pour la 15e fois, je précise. Refaire votre LinkedIn pour la 10e fois, lire des articles, regarder des lives, scroller sur LinkedIn, consulter des offres. Je crois que le pire, c'est consulter des offres. Le nombre de clients où, quand on a fait un regard neutre sur ce qui se passait dans leur semaine, en fait, c'est anxiogène, on cherche, on ne trouve pas. Non. Et puis, des fois aussi, il y en a beaucoup qui consultent des offres, qui voient des offres, mais qui ne postulent pas, ou qui attendent trop longtemps pour postuler. Donc, en fait, voilà, on perd tout le momentum, quoi. C'est utile, mais en soi, ça ne crée pas le mouvement. Et il y a l'action active. Et l'action active, c'est tout l'inverse. C'est les actions où vous entrez réellement en contact avec l'écosystème. Par exemple, envoyer un message, relancer quelqu'un, organiser un échange, faire un compliment sincère, commenter un post de manière intelligente, reprendre contact avec un ancien collègue, aller à un événement pour un peu vous montrer votre tête. Et dans une stratégie de marché caché, je vous laisse deviner quelles sont les actions qui ont le plus d'impact. C'est celles qui créent des conversations, non? Exactement, Maëva. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Parce qu'en synthèse, une action passive, elle prépare, et une action active, en fait, elle vous expose à l'écosystème, parce qu'en fait, vous créez, j'arriverai pas à trouver le mot, un impact, une interaction, ouais, de l'interaction, un impact, exactement. Donc réfléchissez aussi à ça. Et n'hésitez pas à faire un topo de toutes les actions passives que vous prenez qui vous font perdre beaucoup de temps. À nouveau, je ne sais pas combien de temps vous passez à scroller sur LinkedIn plutôt que de prendre des actions, mais je suis sûre que ce n'est pas top. Et alors, en résumé,
J'aime bien répéter les choses. Avec Maëva, on aime bien répéter pour être sûr que ça rentre. Ce n'est pas qui vous connaissez, mais c'est qui vous connaît qui est important. Donc, la vraie stratégie, ça consiste à faire en sorte que quand une opportunité apparaît, quelqu'un puisse penser à vous immédiatement. Okay, et vous l'avez vu à travers ce live, le marché caché, il est accessible avec ses 3 piliers. Ce n'est pas le monde de Narnia. Okay, c'est vraiment une stratégie à mettre en place pour être top of mind et apparaître dans les bonnes conversations. À votre niveau de seniorité, vous n'avez pas le temps ni l'énergie de faire de l'approximatif. On a encore trop tendance en France à valoriser l'effort, le fait de tout faire tout seul. Alors qu'en se faisant accompagner, on va plus loin, on va plus vite et c'est plus sympa. Oui, on aime bien faire des choses à la sueur de son front. Je pense en France et potentiellement un peu en Europe. Et nous, on accompagne vraiment tous les jours des DG, des VP, des directeurs, des directrices dans les opérations, le commercial, le marketing, le RH, la finance. On a accompagné des operating partners, des managers de transition dans tout l'écosystème Life Science. Et que ce soit des personnes en réflexion de carrière, en transition ou en poste, au final, ce qu'elles veulent, c'est reprendre du plaisir et reprendre le contrôle. Okay, donc, nous, on est vraiment là pour les aider à construire une trajectoire qui leur ressemble, à passer, au final, le temps qu'ils passent au travail de manière plus agréable. Parce que, comme je vous le disais, vous passez plus de temps avec vos collègues qu'avec vos proches, mais pourtant, c'est souvent le pan de votre vie qui reçoit le moins d'attention, à part pour gérer les urgences et faire en sorte que vous atteigniez vos objectifs annuels. Vous êtes un peu dans une machine à laver, la tête dans le guidon, et vous continuez comme ça, souvent, jusqu'à l'épuisement, le licenciement, la restructuration ou la perte de sens. Mais nous, on a vraiment la conviction profonde que ce n'est pas une fatalité et que prendre soin de sa carrière, ça permet d'avoir plus d'impact dans le pro, mais aussi dans le perso. Oui, d'ailleurs, on a beaucoup de clients qui, une fois qu'eux sont épanouis, nous envoient leur conjoint ou leur conjointe parce qu'en fait, on est beaucoup plus en forme à la maison quand on est bien au travail. Exactement. Et donc, ça, c'était un petit rappel aussi sur les 3 enjeux sur lesquels on accompagne. On accompagne vraiment définir la prochaine étape parce que au niveau de poste où vous êtes, les infos, elles ne sont pas sur Google et qu'en fonction des spécialités, des tailles, ça change. Et donc, il faut échanger avec des gens qui ont atteint votre objectif. Il y a la recherche d'emploi parce que accéder au marché caché, c'est presque un métier. Donc c'est triste à dire, mais du coup, il faut avoir les bons blocs de compétences pour pouvoir y arriver. Et on a aussi la solitude du dirigeant. Au niveau où vous êtes, en fait, il y a parfois, souvent, besoin d'un sparring partner pour clarifier et avancer. Oui, on vous le disait au début, les personnes qu'on accompagne, elles ont des points communs, en fait. Elles savent l'importance d'une carrière dans une vie. Elles ont créé leur vie autour de leur carrière, souvent. Elles ont envie de se faire accompagner pour que leur vie pro soit au service de leur vie perso et pas l'inverse. Okay, et elles ont envie de se donner un avantage compétitif, mais aussi un espace pour souffler, et réfléchir, se sentir avancer et retrouver du plaisir dans ce qu'elles font. Si vous êtes reconnu dans ce qu'on a partagé aujourd'hui et que vous sentez que c'est le moment d'oser plus, de clarifier la suite ou de reprendre le contrôle de votre carrière, prenez rendez-vous avec nous. C'est pas un appel de courtoisie, c'est un vrai point d'étape avec l'un des 5 consultants en carrière Purple Squirrel, donc Mélanie, Héloïse, Henri, Marie-Dorothée ou moi-même. Et ensemble, on va prendre le temps de mettre au clair vos enjeux carrière du moment, identifier ce qui coince ou ce qui manque et voir en fait quels vont être les leviers en priorité à activer pour que les choses bougent. Exactement, parce qu'au final, notre objectif, c'est de vous aider à y voir plus clair, à savoir comment avancer concrètement. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on a partagé pas mal de conseils concrets parce que nous, on adore ça. Et à la fin de cet échange, s'il y a un intérêt commun à se replanifier un deuxième échange pour parler d'un accompagnement sur mesure, on le fera. Mais dans un premier temps, nous, on veut vraiment comprendre vos enjeux et vous aider des fois un peu à avoir vos angles morts, parce que souvent, vous avez la tête dans le guidon et vous êtes incapable de le faire. Totalement aligné. Et comme chaque consultant n'ouvre que 5 créneaux externes par semaine, parce que le reste du temps, en fait, on est avec nos clients et on les conseille pour débloquer leur carrière. Ce que je vous recommande à vous, là, c'est de bloquer votre créneau dès maintenant, si vous sentez que c'est le bon moment, car vous êtes 180 encore présents là, malgré nos petits soucis techniques. Et on sait que sur les inscrits, nous, en général, on a
trentaine de pourcents qui regardent le week-end, parce qu'il n'y a pas tous les leaders qui peuvent se débloquer 1 heure le jeudi sur la date qu'on a décidée. Le rendez-vous est là pour vous aider à mettre de la clarté, reprendre du pouvoir sur la suite et ne pas attendre d'être au pied du mur pour agir. Et honnêtement, c'est ce que beaucoup de leaders viennent chercher aujourd'hui. D'ailleurs, Mélanie, c'est quoi les enjeux que tu as vus le plus ces derniers mois? On en avait un peu discuté l'autre jour. Moi, c'est ce que j'appelle la crise de la cinquantaine. J'ai pas mal de leaders que j'accompagne qui se réveillent un matin en se disant ouais, ils ont 50, 55, ils se disent ouais, il me reste 10, 15 ans à travailler, si tout se passe bien évidemment. Et ils ont envie vraiment de redéfinir la prochaine étape pour avoir un projet pro qui est plus aligné, ils veulent reprendre du plaisir, ils veulent avoir plus d'impact. Moi, c'est souvent les enjeux sur lesquels j'accompagne, sur lesquels j'adore accompagner. Et toi, Maë, donne un peu une idée des enjeux que tu vois régulièrement. Celui-là, je l'ai assez régulièrement, mais en ce moment, j'ai beaucoup de gens qui ont envie d'oser. Et il y a beaucoup de croyances limitantes qui circulent en disant, voilà, si j'ai pas été manager, je pourrais pas passer manager en externe, j'ai jamais été à ce type de poste, c'est impossible. En fait, alors oui, ce n'est pas facile, clairement, mais en fait, c'est totalement possible. Donc, j'ai beaucoup de gens que j'aide à oser, à vraiment franchir des caps dans leur carrière. Exactement. Et donc, pour prendre les rendez-vous, voilà, on voit déjà pas mal de rendez-vous qui se bookent. C'est ce que je suis en train de regarder, c'est très chouette. Donc, utilisez le QR code, utilisez le lien partagé dans le chat par l'équipe. Merci l'équipe. Ou alors, LinkedIn est votre meilleur ami. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous voulez échanger. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture ce live? Et on espère aussi que ce live, il vous a plu. Ce live, il vous a inspiré. Ce live, il vous a donné des idées. Parce que c'est tout le but du contenu concret, c'est de vous faire voir des fois les choses un peu différemment, de vous permettre d'avancer. Et peut-être, comme Maëlle disait, d'oser plus, de reprendre des fois un peu espoir, d'arrêter de subir votre carrière. Donc, on espère en tout cas que ça a pu vous aider à ce moment-là. Alors, intéressant, Laura qui demande, est-ce que vous accompagnez uniquement dans le milieu de la santé? Eh ben, donc, nous, on cible comme on vous recommande de faire. Donc, on a ciblé, nous, l'industrie des life science. Mais de temps en temps, il y a toujours quelqu'un qui ne vient pas du life science, mais qui adore notre méthode, qui se sent concerné par notre message et qui aime notre manière de faire les choses et qui vient se faire conseiller. Et je parle souvent de l'industrie, des industries un peu parallèles, cosmétiques, chimie, agro et agri. On a Henri dans l'équipe qui est un bel expert de ces industries-là. Donc, de temps en temps, on accompagne des personnes qui ne sont pas dans l'industrie life science. Merci pour vos retours sur le live. Merci Antonin, on est rayonnante, ça fait plaisir. On s'est mis sur notre 31 pour vous voir aujourd'hui. Exactement, Gilles, il faut oser. Corinne, avec plaisir. Je regarde si je vois d'autres questions. Denise dit qu'elle n'a pas vu le temps passer, mais c'est tant mieux, Denise. C'est génial. Génial. Je regarde s'il y avait d'autres questions. Je ne vois pas de questions. Tu en vois, toi, Maëva? Comme je disais, quels sont les stats sur le management de transition VS-CDI concernant les différents canaux d'opportunités? Nous, on l'a fait majoritairement pour le CDI. On a toujours 20% de nos clients qui sont sur du management de transition, donc je n'aurai pas des stats exactes de tête à vous donner là. Non, j'en ai pas non plus. Ah, génial, je vois que Jérémy, qui va rejoindre l'équipe bientôt, était dans les commentaires aussi. Salut Jérémy. Oui, le replay va être dispo. On va aller le mettre en ligne après, donc vous l'aurez au plus tard demain matin. Exactement. On conseille que des leaders, Alexandra. Donc, en fait, c'est des gens qui ont envie de passer un cran. On considère qu'il y a des gens qui peuvent être leaders plus tôt dans leur carrière, mais c'est vraiment oser les gens qui ont envie, qui ont de l'ambition et qui veulent oser. Super. On demande aussi, il y a Laurent qui demande à quel horizon est-ce qu'on relance? Alors, moi, j'ai un petit framework qu'on a tous et qu'on partage. C'est souvent, je recommande une première relance à 7 jours, la deuxième relance à 10 jours après, puis après une dernière relance encore en général 7-10 jours après. J'aime bien cette temporalité. Mais après, ça peut être fait au cas par cas. C'est si la personne
justement, participer à un événement, partage quelque chose sur LinkedIn ou autre, ça peut être une bonne manière de la relancer, même si ce n'est pas dans cette temporalité-là. On a eu 2 fois la question sur les seniors. Nous, on ne voit pas l'âge comme une... Enfin, c'est dans la tête, l'âge, schématiquement. Et oui, on a accompagné une directrice commerciale qui avait 59 ans à retrouver un poste. J'ai déjà accompagné quelqu'un qui avait 60 ans à retrouver un poste. Enfin, ce serait trop triste de se dire qu'à partir de 58 ans ou 55 ans, on ne peut plus avoir de carrière. Enfin, c'est des personnes qui ont tellement un vécu, plein de choses à offrir. Oui, la société est difficile et odieuse, mais on s'éclate à accompagner ces personnes parce que vous apportez tellement aux entreprises quand vous avez les postes. Oui, je donne l'exemple, j'ai accompagné une personne qui s'appelle Valérie quand on a commencé l'accompagnement. Je pense qu'elle avait 60 ou 61 ans, avec cette croyance que voilà, elle avait un super parcours de directrice commerciale et marketing, avec cette croyance qu'elle allait devoir rester à ce niveau-là ou potentiellement même redescendre en fait pour retrouver quelque chose après. Et ben à nouveau, je vous la fais courte, mais elle a réussi à reprendre un poste de DG pour un acteur des compléments alimentaires qui lançait une filiale en France et qui a besoin de quelqu'un pour la gérer. Et c'est elle qui la gère depuis 2 ans maintenant. Donc, la vie ne s'arrête pas après 50 ans. Et pour l'anecdote, parce que j'en parlais hier au webinaire networking, en France, apparemment, on est considéré senior à partir de 45 ans sur le marché de l'emploi. Oui, oui, c'est très tôt. Donc, voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça. Et la France peut être un peu dure avec ses seniors, mais voilà, il faut juste mettre, comme on le disait, les moyens de ses ambitions et tout avance. Je regarde s'il y avait d'autres questions. J'ai l'impression qu'on a plus ou moins tout couvert, Maëva. Oui. Ah, Fabrice qui demande comment on fait l'exportation pour les contacts LinkedIn. Fabrice, je vous recommande de demander à Google. Et si Google ne sait pas vous aider, je vous recommande de m'envoyer un petit message LinkedIn et je vous expliquerai comment le faire avec plaisir. Est-ce qu'il restait des questions de votre côté? On va voir un peu. Moi, c'est pas mal de questions intéressantes. Et tu vois, on confirme. Super. Mathieu qui partage. J'adore. Nicolas, au niveau des statistiques de réussite, ça dépend de ce que vous voulez, si c'est sur la définition, la recherche d'emploi. Sur notre programme Next Step, on accompagne les gens de bout en bout. On était en train de refaire les stats avec Mélanie et on se rendait compte que les gens avaient retrouvé à 60% en 4 mois. Après, on avait un delta, on était en train de regarder les stats parce que les processus sont hyper longs. Et donc, on était en train de recalculer à combien de temps les gens trouvaient après dans les 4 mois qui suivaient. Mais ça fonctionne. Si vous voulez voir nos Wall of Love, n'hésitez pas. Et si vous voulez échanger avec nous, on est présente. Exactement. Vas-y. Vas-y, Maïs, désolée. Non, moi, c'était tout bon. C'était une dernière question avant que chacun regagne sa journée. Mais je voulais en profiter vraiment pour vous remercier parce que tous vos retours positifs, c'est ce qui nous donne envie de donner autant d'énergie dans ces lives. La technologie n'est pas toujours de notre côté malgré plein de choses mises en pratique. Donc, merci beaucoup d'avoir été aussi dynamisant de votre côté aussi, en répondant aux questions, en vous entraidant, en partageant. Ah ouais, c'était top. Voilà, on reste disponible. L'équipe est là pour échanger avec vous, répondre à vos questions et vous faire avancer dans vos enjeux. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, à nous suivre sur LinkedIn, à engager des conversations avec nos consultants. Et voilà, on est ravis de vous avoir. Comment est-ce qu'on dit? Entertain? Je ne sais plus. Mais voilà, on est ravis de vous avoir diverti ce jeudi. On espère que le marché caché n'aura plus de secret pour vous après ce live. Et on vous souhaite à tous une très bonne après-midi et une très bonne fin de semaine. Maëva? Oui. Super. Eh bien, allez, au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. Grâce à leur méthode structurée et personnalisée, j'ai pu clarifier mes objectifs, identifier mes forces,
mais aussi découvrir des stratégies clés comme l'utilisation de LinkedIn pour optimiser mon réseautage. Cela m'a permis d'accéder à ce qu'on appelle le marché caché des postes de direction. Ces opportunités qui ne sont jamais publiées, vous le savez, mais qui sont accessibles grâce à un réseau solide et actif. Aujourd'hui, je me sens aligné avec mes aspirations et confiant dans mes choix.